Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe, autrement dit des avocats épanouis. Mon invité aujourd'hui est maître Éric Morin, qui est avocat au barreau de Paris depuis 1997, ancien secrétaire de la conférence et associé du cabinet Carbonnier, Lamaze, Rall et Associés. Éric Morin, pour ceux qui ne le connaissent pas, intervient principalement en droit pénal, en droit de la presse et en droit du vin. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette interview et dans le parcours d'Éric Morin, c'est à quel point la curiosité a été déterminante dans sa carrière. Que ce soit dans sa collaboration avec Jean-Marc Varro, avec maître Jean-Marc Varro, qui était un grand avocat pénaliste du XXe siècle, mais aussi dans le développement de ses activités et de ses spécialités. Éric Morin est un épicurien notoire. Il est notamment connu pour son amour du vin naturel. Et il intervient aujourd'hui dans des dossiers en droit du vin, comme je l'ai dit en tout début d'introduction. Et voilà, ça vient pas de nulle part. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement le vin naturel, même si je trouve ça chouette, mais c'est quand même que c'est une belle leçon d'entretenir ses curiosités et de vous engager là-dedans, parce que ça peut faire de vous un avocat unique d'une certaine manière, comme Éric Morin. Voilà. L'autre chose que je souligne par rapport à cette interview, c'est qu'on parle du rapport collaborateur-associé et on parle notamment du dialogue entre associés et collaborateurs et des notions de fidélité et de loyauté. Alors, je vous en dis pas plus parce que je vous laisse premièrement découvrir notre échange et aussi parce que je pense que je vais écrire un papier. Je me suis mise à écrire récemment et donc... Et en fait, ça me plaît bien. Donc, je vais continuer comme ça. Et je pense que je vais plutôt vous livrer mes réflexions à ce sujet-là par écrit. Mais voilà, déjà, je trouve ça intéressant d'avoir aussi la vision d'un associé de cabinet d'affaires sur cette question. Et voilà, moi, je vous encourage, c'est ce que je ferai aussi dans mon papier, à ouvrir la porte de votre associé et à soulever des sujets pour permettre de travailler ensemble. Merci beaucoup à Olivier Cousin, qui est viticulteur et un des clients d'Éric Morin, de m'avoir recommandé d'interviewer Éric. Vous le savez, mais je ne le répéterai jamais assez, la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est de laisser un avis sur iTunes, sur Apple Podcasts et des étoiles aussi. Et aussi d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux sociaux, de parler de Fleurs d'avocat à vos amis. Voilà, c'est la meilleure manière de mettre les bonnes vibes de Fleurs d'avocat dans les oreilles du plus grand nombre, en tout cas de ceux à qui ça peut faire du bien. Bonne écoute. Bonjour Éric Morin. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Merci à vous. Éric, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Voilà. J'avais pas du tout l'idée. J'ai eu mon bac assez tôt. Je me suis inscrit à Assas en AES. Ça s'appelait Administration économique et sociale parce que j'avais un bac B. Donc pour les plus jeunes, c'était un bac économique. Et je pensais que j'allais tranquillement faire un peu de fac et atterrir par une voie de passerelle peut-être à Sciences Po. Enfin, j'avais pas vraiment d'idée de métier. Et quand je suis arrivé dans cette première année d'AES, dans cet immense amphi à Assas, rempli à gueulebec, j'ai vu qu'on allait faire que des maths, que des formules économiques très très compliquées, etc. C'est-à-dire tout ce que j'aborde, tout ce pourquoi j'étais pas fait. Il y avait un petit peu de droit, mais alors vraiment c'était epsilon. Donc j'ai très vite arrêté quasiment d'aller à la fac. J'ai travaillé dans des bars. Et puis j'ai trouvé une petite annonce et j'ai travaillé pour faire du classement dans un cabinet d'avocats. Voilà. C'était un monde qui m'était totalement inconnu. J'ai aucun membre de ma famille, si je remonte sur 10 générations, il n'y a pas un seul juriste, donc c'était un monde qui m'était complètement inconnu. Et je suis rentré vraiment toute petite main, on me demandait même pas de travailler ou de faire des recherches, puisque j'en étais totalement incapable. On me demandait juste de classer. À l'époque, il y avait beaucoup plus de papier qu'aujourd'hui.
Donc il y avait des piles de documents qui avaient été lus ou vus par les avocats, les collaborateurs, les secrétaires. Et puis nous, on était une petite bande de 2 ou 3 étudiants. On se relayait par semaine et on classait dans les dossiers. Voilà. J'ai évidemment redoublé la première année d'AES, parce que voilà, enfin je me suis quand même présenté aux examens. Oui, moi je pensais que vous aviez complètement laissé... Non, j'ai vu ça de loin en loin, on se passait les polycopiés sous le manteau, j'ai essayé de réviser, mais bon, je l'ai eu ni évidemment en juin, ni évidemment au rattrapage en septembre. J'ai redoublé en AES, et puis je trouvais cette vie de cabinet d'avocat intéressante. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Je sais pas, il y avait une sorte de... D'abord, c'était un univers que je connaissais pas, donc je suis curieux de nature. Et puis, c'était un cabinet très familial. Il y avait le mari et la femme qui travaillaient ensemble, le fils qui faisait des études de droit, ça faisait du droit immobilier, c'était avenue Victor Hugo. Il y avait une sorte de tension, et puis il y avait une sorte à la fois d'effervescence, de grande concentration, des moments d'euphorie, des moments d'abattement. Voilà, il y avait une vie. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus, peut-être à la matière juridique. Je faisais une licence de philosophie à côté, dans une fac privée. Et Donc, dès le départ ? Oui, dès le départ, ouais. En parallèle d'AES ? En parallèle d'AES. Et la philo, pour le coup, ça se passait bien ? Oui, ça se passait bien, ça me plaisait. Et j'ai découvert les livres de Jean-Marc Varro, qui était un grand avocat du XXe siècle, un pénaliste, et notamment les livres là qui peuvent être derrière moi, tous ces livres qui sont là, Le possible et l'interdit, qu'évidemment je n'ai pas là, pourquoi je sais pas, j'ai dû le prêter, et qui traitait, qui traitait, si je le prends, on est en 89. Donc moi je suis déjà, c'est au moment où ça sort, c'est ça, on est en 1989, et où il se met à traiter des questions, je tombe sur le droit à l'enfant, la satisfaction du désir d'enfant. On n'était pas du tout dans les problématiques aujourd'hui qu'on connaît, mais on était dans les problématiques de reconnaissance de filiation et des conséquences juridiques de ce qu'on appelait à l'époque des bébés éprouvettes. Voilà. Et je trouve cette problématique intéressante, je trouve sa plume passionnante. Ma deuxième année d'AES se passe comme la première, voilà. Et c'est à la fin de cette deuxième année, ce redoublement, que je décide de faire du droit. Et sans doute de vouloir être avocat. J'ai pas un chemin de Damas où tout d'un coup je tombe en arrêt de mon cheval en disant je vais devenir avocat. Mais ça s'est construit comme ça. Donc en fait, vous êtes arrivé au droit par la philosophie. Oui, ouais. Et je demande une dérogation. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, je crois que tout est impossible. Je demande une dérogation au doyen d'Assas pour tripler ma première année, mais en droit. Parce que j'avais rien. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais mon bac. J'avais strictement rien. Et elle m'est accordée. Et ben là, voilà, ça y est, je suis dans mon eau. J'ai trouvé mon élément. Donc tout de suite, ça a fité avec le droit ? Ouais, tout de suite, ça a fité parce que il y a à la fois, il y avait de la philosophie du droit avec François Terret, il y avait de l'histoire du droit. Je terminerai mes études de droit d'ailleurs en faisant un DEA d'histoire du droit et des idées politiques pour valider ma 5e année. Donc ça, c'est pas abscon, c'est pas abstrait comme l'étaient ces formules mathématiques économiques. Et je suis tout de suite dans le concret avec le droit des obligations, le droit des biens, le droit des personnes. Et là, voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Vous avez continué à travailler dans ce cabinet d'avocat en parallèle ? Non, à ce moment-là, j'ai arrêté, parce que c'était pas possible avec un vrai travail de fac. Donc j'ai gardé des liens, d'ailleurs, pendant longtemps. Je les avais invités à ma prestation de serment. Mais après, non, j'ai arrêté. Je me suis vraiment consacré exclusivement à mes études de droit et fini les petits boulots où on rentre tard, où on prend du temps. Non, j'étais vraiment à ce moment-là assidu à ces études-là. Et ça passe première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, 5e année. Voilà, c'était aussi la preuve. Et vous avez fait des stages ou des... Pas du tout. Il n'y avait pas encore cette culture-là.
Ce que je dis d'ailleurs aux étudiants aujourd'hui, c'est que ce qui va vous différencier dans votre CV, c'est pas votre parcours, parce qu'il est toujours le même, mais c'est les stages que vous aurez réussi à décrocher. Aujourd'hui, je m'attache vraiment beaucoup à prendre autant que je puisse le faire des stagiaires en 2e année, en 3e année, en 4e année de droit, mais pas du tout à ce moment-là. En revanche, j'ai dû commencer à appeler Jean-Marc Varro quand j'étais en licence. Donc celui-là même qui vous a donné envie de faire du droit, vous l'avez appelé pour... J'ai cherché, on avait une problématique en TD, je crois, sur ces problématiques-là de filiation, avec un nouvel arrêt de la Cour de cassation qui venait de tomber, qui mettait, je ne sais plus, à plat, ou qui traitait ou qui tranchait une problématique liée à ces problématiques génétiques, juridiques. Et j'ai cherché son numéro de téléphone dans le Minitel, pardon encore pour les plus jeunes. Je suis tombé sur son numéro de téléphone personnel, il n'était pas sur liste rouge. Et je me souviens, j'étais dans ma petite chambre de bonne, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé, je suis tombé sur lui. Peut-être sur sa femme qui me l'a passé. Et c'est la première fois que j'entendais sa voix, avec sa grande voix chaude comme ça, que j'avais déjà entendu à la télévision, à la radio, puisqu'il était assez médiatique et assez incontournable d'ailleurs à cette époque-là. Et je me suis présenté, j'ai dit voilà, je suis étudiant, il y a cet arrêt de la Cour de cassation, j'ai lu votre livre, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a répondu. On est resté, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Moi j'étais comme un gosse, quoi. Je suivais déjà toutes ces aventures, et encore plus après cet épisode-là. Il suffisait d'ouvrir les journaux pour avoir de ces nouvelles quasiment toutes les semaines. Et voilà. Bon. Je crois, alors la mémoire joue des tours parfois, mais je crois que je l'ai fait une 2e fois, ça. Peut-être une année plus tard. Avec lui aussi? Avec lui, oui, avec lui. Je crois que j'ai cette chose en mémoire. Après, j'ai fait un DEA d'histoire des idées politiques, sous la direction de Frédéric Bluch. C'était quoi votre idée derrière ça? Faut savoir d'où on vient, quoi. Voilà. Faut savoir d'où on vient. On a passé, avec Frédéric Bluch, on a passé une année entière dans un des modules du cours à ne traiter que l'année 1793. C'est-à-dire qu'on était quasiment... alors il faudrait que je me remémore mes dates d'étudiants, mais non, jour par jour, parce qu'à cette époque-là, il se passait quelque chose quasiment jour par jour. Et on était capable, en étant le 15 novembre, donc on devait être 15 novembre 1992, d'être le 15 novembre 1793, c'est-à-dire quasiment, on était au moment du bicentenaire, 200 ans auparavant. Et c'était fascinant de voir cette période qui fourmillait, qui était une période particulière, qui était une période d'élaboration du droit, de la construction de notre droit moderne. Et ça m'a passionné. Il y avait aussi un petit côté utilitariste, faut pas s'en cacher. À cette époque-là, un DEA d'histoire du droit permettait d'éviter au moment du passage du CFPA, je ne sais plus si c'était la note de synthèse ou le commentaire d'arrêt, enfin voilà, ça validait ça. Maintenant, c'est que les matières strictement juridiques qui le permettent, et c'est bien dommage, parce que ça donne une liberté. Il y a un vrai changement de culture autour de ça, parce oui. que je pense qu'aujourd'hui, ma sensation, c'est quand même que les diplômes de fin d'études valorisés, c'est les diplômes très techniques, droit privé général, droit public général, etc. Et ça aboutit à un formatage nécessairement. Ouais, et que maintenant, tout ce qui est histoire du droit, philosophie du droit, c'est plus très... Non. Et c'est dommage parce que, alors, il y a des bicursus, droit philo, droit sciences politiques. Mais c'est dommage. Et donc, bon, voilà, ça alliait l'utile à l'agréable. J'ai passé une très chouette année. Et c'est à ce moment-là que j'avais écrit à Jean-Marc Varro. Je lui avais fait une lettre très empoulée. Sur du beau papier à lettres. Voilà, sur du beau papier à lettres. Où je lui avais dit j'aimerais écrire un livre avec vous de philosophie du droit, une sorte de questionnement philosophique. Quelle audace. Mais c'est ou de l'inconscient, j'en sais rien. En tout cas, une grande envie. Et je lui envoie cette lettre tout tremblant et j'ai pas de réponse, mais ça arrive très vite, 15 jours ou 3 semaines après. Je vais à une vente de livres au profit du Pen Club.
Le Pen Club. Le Pen Club, c'est l'association c'est l'équivalent de Journalistes sans frontières, mais pour les écrivains emprisonnés. Aujourd'hui, c'est mon confrère Emmanuel Pierrat qui est le président du Pen Club. Ça change tous les 2 ou 3 ans ou 4 ans, j'en sais rien. Et c'est une association qui vient en aide dans le monde, hein, qui est mondiale, aux écrivains emprisonnés du fait de régimes autoritaires. Et donc il y avait une vente de livres, je sais plus où, au profit du Pen Club, où il y avait des auteurs qui étaient là et qui dédicaçaient leurs livres, et j'y vais. Et je ne savais pas qu'il y avait Jean-Marc Varraud, et je vois Jean-Marc Varraud. Et on est 15 jours ou 3 semaines après ma lettre, et je vais le voir. Je me présente, Éric Morin. Et je vous ai écrit une lettre, et là il enlève ses lunettes, et je vois ses grands yeux bleus, et je saurais par la suite, puisque j'ai travaillé près de 10 ans avec lui, que c'était des grandes formules, mais moi dont il avait l'habitude, mais il sort son calepin, son agenda, et il me dit prenons rendez-vous, vous savez, il y a des lettres auxquelles on répond, et puis des lettres auxquelles on ne sait pas quoi répondre, tellement elle était belle, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il était parfois un vil flatteur. Et on prend rendez-vous, et je vais le voir à son cabinet, une première fois. On parle du projet, et il me dit vous allez venir tous les samedis à 14h précises chez moi. Il habitait dans le 17e, et on travaillera pendant 1 heure. Incroyable. Moi, voilà, j'aurais rencontré le Père Noël si j'avais 4 ans, ça aurait été exactement la même réaction. Et donc me voilà parti pour son appartement, tous les samedis à 14h, j'y suis allé. Sur quoi travailliez-vous ? Qui vente. Parfois on travaillait pas, on parlait de la pluie, du beau temps, de l'actualité, on devisait. Il y a eu une... Voilà, c'était... À cette époque-là, il est mort jeune, Jean-Marc, mais il avait 55 ans, je pense, à l'époque. 57 peut-être. Moi j'en avais 22, 23. Et c'était magique, quoi. Enfin voilà. Parfois il oubliait que je venais, alors je sonnais, il y avait sa femme qui m'ouvrait. Ah non, il est parti, il a eu une urgence, pas grave, je revenais le samedi suivant, il s'excusait, puis on repartait. Voilà. Il y a une vraie amitié intellectuelle qui s'est nouée pendant ce temps-là, et j'étirais de plus en plus pour qu'on prenne le temps d'écrire ce livre, parce que moi j'avais qu'un seul objectif, c'était d'arriver à la publication de ce livre, mais de rentrer dans son cabinet. Sauf que j'ai raté l'entrée au CFPA. Donc je lui ai dit, je me souviens très bien, c'était un soir où je suis allé, il m'avait invité à dîner, et je lui ai dit, écoutez, maître, parce que je l'appelais maître à l'époque, j'ai raté comme ça. Alors, je sentais qu'il était quand même un peu déçu. J'ai appris par la suite qu'il attendait mes résultats pour pouvoir embaucher un collaborateur à plein temps avec lui sur le dossier Papon. Donc du coup, il a embauché quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait mon année d'IEJ, enfin l'équivalent d'IEJ. Est-ce que j'ai fait mon année d'IEJ là, ou est-ce que c'est là où j'ai fait mon année de... Non, j'ai fait mon année de service militaire. J'ai fait une prépa d'été et je l'ai eu. Voilà. Mais c'était trop tard pour rejoindre. Je savais pas. Je ne savais pas, donc je l'ai invité à dîner. J'ai un souvenir assez ému de ce dîner. J'étais malade comme un chien. Je devais avoir 40 degrés. Je carburais au Doliprane. J'étais arrivé une demi-heure à l'avance dans ce restaurant où j'allais claquer ma maigre solde de soldat de première classe, qui était juste derrière le Palais Royal. Il est arrivé en plus en retard. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai réussi, super. Et j'aimerais rentrer à votre cabinet, faire mon stage. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes chez vous. Voilà. Et en partant du dîner, donc on était derrière le Palais Royal, en face du Grand Véfour. C'était gênant pour moi parce qu'il avait laissé sa voiture au voiturier du Grand Véfour qu'il connaissait parfaitement. Donc moi je l'avais invité dans un restaurant quand même qui était nettement moins huppé qu'un 3 étoiles. Et il m'a ramené chez moi et c'était juste avant Noël.
et il était passé avant à la maison du caviar et il m'a offert une boîte de caviar pour me remercier de cette soirée et pour me souhaiter bon Noël et à bientôt au cabinet. Comment vous vous êtes senti ce soir-là ? Je sais pas, j'ai pas dû dormir. C'était merveilleux. J'ai pas pu commencer mon stage à la date prévue parce que mon premier fils est né ce jour-là. C'est pas grave, 2 jours après j'y étais. Et voilà, c'était un cabinet à ce moment-là incontournable. Enfin, tous les grands dossiers de presse, tous les grands dossiers politiques, tous les premiers dossiers de col blanc et financiers à l'époque où il n'y avait pas encore le pôle financier. On est en 96. Voilà, il était là et il y avait encore personne d'autre. Metzner n'était pas encore à l'apogée qu'il était. Il y avait quasiment que lui. Bon. Donc moi, c'était Noël tous les jours, quoi. Merveilleux. Et il y avait son fils qui était associé, qui était ancien secrétaire de la conférence, fraîchement de 3 ou 4 ans auparavant. Puis il y avait Nathalie Carrère, qui était aussi son associé. Donc c'était un petit cabinet. À ce moment-là, sa femme travaillait encore un peu à mi-temps, mais elle a vite arrêté. Et puis il y avait ce collaborateur qui avait été embauché pour le procès Papon. Et puis moi qui faisais tout ce qu'on me demandait de faire. Et c'était c'était formidable. C'est vraiment une des plus belles périodes de ma vie professionnelle. Voilà, toute cette découverte. Qu'est-ce que, avant l'arrivée en stage, qu'est-ce que vous avez retiré de ce mentorat, de ces échanges du samedi ? Puisque vous avez passé du temps à travailler, mais aussi beaucoup à parler, à échanger. C'était une nourriture intellectuelle incroyable. J'étais à la source. Voilà. C'était un des plus grands avocats de son temps, philosophe, lui aussi, puisqu'il avait passé une thèse de philosophie du droit, une thèse d'État, quelques années auparavant, sur la responsabilité. C'était un homme d'une grande générosité, d'une grande gentillesse, d'une grande bienveillance, et avec une acuité intellectuelle inouïe, voilà. Et puis qui avait traversé aussi, alors lui qui était issu d'une famille de juristes, le père avoué de première instance, le frère magistrat, le fils avocat, mais qui avait aussi traversé une période que je trouvais fascinante en tant qu'avocat et en tant aussi qu'historien, c'est qu'il avait été premier secrétaire de la conférence en 1962, 2 ans après Jacques Vergès, ou 63, pardon pour les dates de mémoire, et qu'il avait traversé cette période en tant qu'avocat de la guerre d'Algérie. Alors c'est là où s'était nouée cette amitié que seul le barreau peut faire naître entre lui et Jacques Vergès, alors qu'ils étaient adversaires en permanence, puisque Jean-Marc Barrot plaidait pour l'OAS et pour ses soldats perdus, et Jacques Vergès était du côté du FLN, et c'était une période où il vous raconte comment, en sortant de la cour de sûreté militaire, il vomit parce qu'il vient d'entendre l'avocat général portant tenue militaire, requérir la peine de mort contre son client et que lui va devoir plaider. Les accompagner aussi jusqu'à la mort, plaider dans des affaires d'atteinte à la sûreté de l'État, dans un contexte politique absolument incroyable et qu'on a oublié. Et malgré tout, avoir cette confraternité, cette amitié indéfectible pour Jacques Vergès. Vergès, il a été suspendu, je crois 2 ou 3 fois par l'ordre, et notamment une pendant les événements d'Algérie, ou peut-être 2. Et pendant sa période de suspension, il y avait un procès important où il devait plaider pour des gens du FLN, et donc il ne pouvait pas plaider puisqu'il était en période de suspension, mais il allait quand même à l'audience. Et Jean-Marc était peut-être en face ou peut-être à côté, j'en sais rien. En tout cas, ils se sont croisés dans le couloir de l'ordre. Et à ce moment-là, Jean-Marc, et Vergès l'a raconté, aussi a enlevé sa robe et l'a donnée à Jacques Vergès, ostensiblement, alors qu'il ne pouvait plus porter sa robe puisqu'il était en période de suspension. Au-delà du fait que ça a de la gueule,
c'était, voilà, moi, parmi les plus beaux moments que j'ai passés, c'est les 2 dîners que j'ai passés avec juste Jean-Marc Varrot et Jacques Vergès, puis ensuite avec Jacques Vergès après la mort de Varrot, mais voilà, quand ils étaient là tous les deux, moi j'étais juste là, En fait, c'était la culture, quoi. Oui, Vraiment la culture de la robe et ouais, du métier. ouais. Dans le mythe et dans... Bah, c'est pas dans le mythe, hein, c'est dans la réalité. Hein. On a perdu ça, on n'a plus de patrons. Enfin, en tout cas, les quelques patrons qui restent commencent à avoir leur âge. Voilà, ça veut dire que aussi le métier a changé, mais ils le disaient déjà à leur époque, donc on va pas commencer à faire du c'était mieux avant. Mais en tout cas, moi j'ai eu cette chance-là, et je l'échangerai pour rien au monde. Et d'ailleurs, il est là partout, Jean-Marc. Hein. Il y a ses aquarelles d'Eren Schmidt, la dessinatrice officielle du Monde, qui envoyait ses papiers à un stagiaire qui prenait le TGV de Bordeaux à Paris pour que ça soit dans le Monde. Du lendemain, pour le procès Papon, il y a sa notice nécrologique, il n'y a que moi qui la vois, qui est cachée dans le renfoncement. Il y a ces livres qui sont là. Il y a, voilà. C'est important aussi la mémoire. Donc vous êtes en collaboration, enfin en stage chez lui, et vous êtes resté combien de temps ? Ah bah après je suis devenu collaborateur. J'ai été élu secrétaire de la conférence pour l'année 2000 et je suis devenu associé du cabinet en 2002. Voilà. Et le cabinet s'est séparé au moment où Jean-Marc est tombé malade en fin 2004. Voilà. Et je suis arrivé ici chez Carbonnier-la-Mazerale à cette époque-là. C'est ici que vous avez travaillé avec Vergès ? Ah non, j'ai pas travaillé avec Vergès. Non, J'ai pas travaillé avec lui, mais on dînait une fois. Il m'invitait à dîner une fois par an chez Charlot, place de Clichy, à l'époque où on avait encore le droit de fumer, et lui fumait son cigare après avoir mangé son baba au rhum. Chez Charlot, c'était envahi de la fumée du cigare et c'était merveilleux. Et donc ces années de collaboration puis association. Alors déjà, vous êtes devenu secrétaire de la conférence. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes quand même venu au droit sans avoir particulièrement en tête le droit pénal. Vous faites de l'histoire du droit ensuite. Vous rejoignez ce cabinet pénaliste, mais vous ne donnez pas l'impression d'avoir été cet étudiant qui se rêve secrétaire de la conférence et pour qu'il n'y a que le pénal, ou peut-être que... Le pénal s'est quand même vite imposé. Voilà. Il s'est vite imposé, puis il s'est imposé aussi de fait parce que lorsque j'ai rencontré Varrot, il était pénaliste et que voilà, il y a eu une sorte de biais assez naturel qui s'est fait de ce point de vue-là. La conférence du stage, moi je savais pas ce que c'était avant de rencontrer Jean-Marc Varrot. J'ai vu le premier secrétaire de la conférence du stage. Pour moi, c'était une tâche administrative. Voilà, j'avais pas encore cette culture, on va dire du barreau et cette culture judiciaire. Donc après, je m'y suis intéressé. Lui était premier secrétaire, son fils Alexandre était 4e ou 5e, Nathalie Carrère avait été 2e secrétaire de la conférence. Je ne pouvais pas ne pas passer la conférence du stage. D'ailleurs, je l'ai raté 2 fois avant de l'avoir la 3e fois. Comme quoi, ça se rate, hein, et il faut persévérer, il faut recommencer. Mais il est venu le soir de l'élection des secrétaires. C'était à l'époque une soirée qui se faisait chez Pierre-Olivier Sûr, qui est quand même une soirée bruyante, une soirée de jeunes, où la promo accueille les nouveaux, tout ça dans une espèce de brouhaha. Et je crois avoir vu, pour la seule fois, ou en tout cas il l'a manifesté parce que c'était quelqu'un de très très pudique sur ses sentiments, mais je crois vraiment avoir vu quand je suis arrivé dans cette salle, tout enfumé, tout rempli de monde, et que j'ai vu qu'il était là, un peu patriarche, au milieu de tous ces jeunes. Je crois vraiment avoir vu de la fierté. Il était vraiment fier. Il se disait c'est chouette, quoi. C'est voilà. Le soir que vous avez été élu, ouais. Et après il est parti, il a laissé place aux jeunes, mais il est venu quand même. Ça vous avait fait quoi de le louper 2 fois ? Oh, j'étais très très.
J'avais été furieux. J'avais été furieux. Quand j'étais à l'EFB, il y a ce qu'on appelle la petite conférence qui est organisée par le 9e secrétaire en exercice et qui est une sorte de petit concours interne à l'EFB sur le mode du grand concours. Et c'est dans ce vivier de ces jeunes étudiants, jeunes élèves avocats que le 9e secrétaire puisait à cette époque les pauvres candidats qui étaient envoyés à la boucherie en Berrier. Et j'ai fait la première Berrier de l'année, donc de mon année de l'EFB. Stéphane Maître, premier secrétaire, et Louis Boré, aujourd'hui président de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, deuxième secrétaire. Et Christian Saint-Palais était... Christian, tu vas m'en vouloir, je me souviens plus de ta place. Je crois que tu étais 10e ou 8e. Bon, pardon. 5e. Et je savais pas du tout ce que c'était, j'étais jamais allé à une Berrier. Et on a été 2 sélectionnés de l'EFB, Yann Lebras, aujourd'hui éminent pénaliste, et moi. Et je savais pas ce que c'était. J'avais mis une jolie cravate jaune, c'était absolument ridicule. Je me suis retrouvé dans cette arène, je me suis fait déchiqueter. J'avais choisi un sujet très très politique et j'avais fait le choix d'un des sujets, c'était peut-on être un avocat engagé dans un procès politique. Et donc je m'étais fait critiquer comme il se doit. Et en sortant, Solange Doumic, qui était première secrétaire de l'année précédente, que je ne connaissais pas, a fondu sur moi. Elle m'a dit « Votre discours était formidable, vous serez un jour secrétaire de la conférence. » Et quand j'ai été élu, à cette soirée-là, la soirée d'élection, Solange était là. Elle se souvenait pas de m'avoir dit ça. Mais moi, je m'en souvenais. Et je lui ai dit, tu sais, tu m'as dit ça. Et on est amis depuis. Ça vous a porté ? Oui. Entre autres, mais ça fait partie des petites choses qui vous c'est ça. Donné envie de... C'est pour ça que quand je l'ai raté 2 fois, mais quand je revois mes discours, les 2 fois ratés, c'était totalement légitime. C'était très 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 mauvais. Et vous arrivez à avoir ce recul après ? Oui. Et... cette année de conférence ? On a fait souvent le parallèle avec mes 11 petits camarades. C'était l'année où il y avait Love Story qui commençait. Et en fait, on a l'impression d'être comme dans un loft. Voilà, on vit à 12. On était quand même au début et au balbutiement de la communication moderne telle qu'on la connaît. On n'avait pas d'adresse mail ou très peu, les portables c'était pas encore ça, c'était pas aussi développé, etc. Et donc on était obligé de se voir beaucoup, souvent. On a été dénommé la promotion de l'amour parce que il y a toujours des petites histoires dans les promos de conférences, mais nous ça a été des vraies histoires puisqu'il y a eu 6 mariages sur 12, enfin 6 personnes 6 secrétaires qui se sont mariés. Sur les 12, donc 3 couples, voilà, et des vrais couples avec des enfants, etc. Plus une qui s'est mariée avec un de la promo d'avant. Donc on était vraiment, c'était mon 12e secrétaire, c'était Carbon de 16, donc ça a mis une très chouette ambiance. Et après, les vicissitudes de la vie professionnelle ou autre, et les amitiés particulières ont fait que on se voit plus à 12, mais on est un groupe de 6. 20 ans plus tard, puisqu'on va fêter nos 20 ans cette année d'élection, à se voir très très souvent. Et de ces années de collaboration, de toutes ces années jusqu'à votre association, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous souvenez, des étapes marquantes, des dossiers qui ont un peu changé votre perspective ou votre manière de faire ? D'abord, il y a le procès Papon. Plus long procès de l'histoire, avec une vraie tension. On était protégé au cabinet et Jean-Marc était protégé aussi à Bordeaux, et avec une organisation mise en place professionnelle qui était très lourde, mais qui était exaltante. C'est-à-dire que Jean-Marc Varro et avec son collaborateur était à Bordeaux du lundi au vendredi. Il revenait
soit le vendredi soir, soit le samedi matin, et on se voyait tous les week-ends. Moi, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 6 mois, ou quasiment. On se voyait le week-end pour recevoir les clients, préparer les dossiers, rassurer aussi certains clients, parce que quand vous avez des clients qui tous les soirs allument la télévision et voient leur avocat, ils se disent mais quand est-ce qu'ils travaillent mon dossier? Donc il fallait aussi que ça ne soit pas, que ça ne mette pas en péril la pérennité économique du cabinet. Et Jean-Marc était quelqu'un de très inquiet de ce point de vue-là, donc c'était voilà. Et puis moi j'étais là au premier jour du procès. J'y suis redescendu 2 ou 3 jours à Bordeaux pendant le cours du procès, et puis j'ai assisté à la plaidoirie. 4 jours de plaidoirie. 4 jours de plaidoirie de Jean-Marc Varrot. Ça devait être sur 3 jours, et à la fin de son premier jour, après une plaidoirie où vous faites le premier jour de plaidoirie, voilà, vous posez un petit peu les bases, j'ai ces premières pages là, de sa plaidoirie qui sont là, avec tout le travail de l'avocat qu'on voit manuscrit et tapuscrit. Et à la fin, le soir du premier jour de sa plaidoirie, la femme de Maurice Papon est décédée. Donc ça a bouleversé tout le calendrier. Il a fallu à nouveau suspendre le procès, qui avait déjà été suspendu pour raison médicale, et reprendre après sa plaidoirie pendant 3 jours. Je pense qu'il y a rarement eu dans l'histoire un moment d'avocat pareil. Voilà. Et là, je le vois pas avec mes yeux de jeune avocat énamouré, et je le vois avec le recul de 25 ans d'expérience. Je pense que voilà, c'était un des plus grands moments d'avocat. Et ça vous a donné envie de quoi pour votre carrière à vous? Je lui disais souvent, quand je le suivais dans des audiences, que c'était très énervant. Après, j'ai commencé à avoir une certaine familiarité avec lui. Je l'appelais plus maître, je l'appelais Jean-Marc. J'ai toujours vous voyez. Et lui aussi. Mais je m'agaçais souvent auprès de lui en lui disant, voilà, vous êtes pénible parce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui avec vous le métier que je pourrais faire dans 20 ans ou dans 25 ans. Parce que je le voyais avec l'aura, avec l'expérience, avec la force qui se dégageait de cet homme. Si je me mettais à plaider comme lui, à utiliser les mots qu'il utilisait, à parler comme il parlait au magistrat, à se comporter comme il se comportait, je me serais fait renvoyer dans mes buts en moins de 2. Donc, en fait, il m'a appris le métier que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il me quitte pas et qu'il me manque, parce que voilà, je suis en train de faire à mon modeste niveau, et surtout pas à son niveau à lui, mais en tout cas une partie du métier tel que je l'ai vu l'exercer. Donc, quand même une conscience de ce que peut se permettre Jean-Marc Varrot à ce moment de sa carrière, et ce que vous pouvez vous permettre à ce moment de votre carrière par rapport à... Oui, bien sûr, oui, clairement. Non, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent perdre un peu parfois la ligne, enfin, pied dans... Je pense que j'aurais pu perdre pied si j'avais été enfin, je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment profondément. Je pense que j'aurais pu être celui qui aurait perdu pied si j'avais été ce collaborateur au procès Papon, en permanence là-bas. Je pense que c'était quelque chose de trop grand comme costume à endosser, que forcément quand vous êtes au cœur de l'histoire qui se fait, de l'actualité qui se fait, il faut essayer d'imaginer ce qu'était cette ambiance au palais de justice de Bordeaux, qui était absolument inouïe. Je pense que vous ne pouvez pas sortir de là en ne pensant pas que vous êtes devenu le meilleur avocat du monde alors que vous avez juste 2 ans ou 3 ans de barre. Et avec le recul, même si sur le moment j'ai vraiment eu du mal à digérer cet échec d'entrée au CFPA et de ne pas être embauché tout de suite, avec le recul, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. D'être en 2e ligne pour commencer. Ouais. La preuve, c'est que plus personne ne se souvient du collaborateur de Jean-Marc Varrot au procès Papon. Et quand vous vous êtes associé ? C'est une décision claire de Jean-Marc contre l'avis de son fils, ou quasiment. C'était quoi d'être dans un cabinet familial ? Nathalie était comme sa fille.
C'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais, et on peut en vouloir à personne, mais j'avais une relation avec Jean-Marc Varrot particulière qui n'était pas celle que son fils avait avec lui. Mais c'est normal, on a un père, on n'a pas la même relation. Et moi, j'avais cette relation avec lui, qui était celle qui était la mienne et la sienne. Et à c'est laquelle le il père était... sans l'histoire de paternité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un père de substitution parce que j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, il y avait une relation quand même très, 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 très forte. Et forcément, bon, ça a créé un certain nombre de tensions et qui se sont traduits par le fait que quand Jean-Marc est tombé malade et que il n'y a pas eu de poursuite du cabinet, chacun est parti de son côté, moi un petit peu avant et les deux autres après, parce qu'il n'y avait pas d'affectio societatis. C'était lui le lien, c'était lui le ciment, c'était lui le pater familias au sens large du terme. Voilà. À part le procès Papon, on a enchaîné après avec le procès Crozemarie. Procès Crozemarie, c'était Jacques Crozemarie qui était le fondateur, le président de l'ARC, l'Association de la recherche pour le cancer. C'était quelqu'un qui était tous les soirs, chez tous les Français à travers la petite lucarne, parce que tous les soirs, avant le journal de 20h, il y avait un petit spot offert par les télévisions, où on voyait cet homme donner pour le cancer. Et puis on s'est rendu compte, en tout cas la justice s'est rendu compte qu'il avait peut-être confondu les fonds de son association avec ses fonds privés. Et ça a été le premier grand scandale d'escroquerie à la charité, on va dire. Et on a enchaîné Crozemarie après Papon. Figurez-vous qu'on a reçu plus de menaces, et on a été à nouveau protégé par le ministère de l'Intérieur, on a reçu plus de menaces pour défendre Jacques Crozemarie que pour défendre Maurice Papon. Ça avait vraiment touché tout le monde. Le procès Papon, il y avait un côté historique, peut-être un côté lointain. En plus, c'était pas à Paris. Bon. Crozemarie, ça a été... on nous a jeté des pavés. On était rue Alfred de Vigny au rez-de-chaussée. On a reçu des petits oiseaux morts dans des boîtes. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai vu arriver Olivier Metzner, qui est entré dans le dossier un peu après, et venait chez Jean-Marc Varrot, parce que c'était son aîné. Et j'ai vu arriver Olivier Metzner, qui commençait à être dans la dernière pente de son ascension, avant d'être au sommet pour un bout de temps. Mais pour en revenir à l'aspect un peu familial, du cabinet, vous êtes... Moi, j'étais à ma place, moi. Ouais. Moi, j'étais à ma place. Je travaillais pour tout le monde. J'étais un collaborateur bien traité. À l'ancienne, voilà. Tout d'un coup, on vous donnait une prime. Tout d'un coup, ma voiture est tombée en panne juste avant que je parte en vacances. Et Jean-Marc est revenu le lendemain avec une location à vis pour me louer une voiture pendant une semaine. On n'était pas, on avait les horaires qu'on avait. C'était une vraie collaboration libérale. Une de mes premières grandes fiertés, j'étais l'avocat à titre personnel, j'avais des dossiers personnels et j'étais l'avocat d'une jeune fille qui s'appelait Henriette et qui a été la première victime d'esclavage moderne et qui a donné lieu au premier procès d'esclavage moderne en France. Et j'étais rentré dans cette association par envie, puis j'avais été désigné pour elle, pour la défendre dans un procès pénal, où j'avais en face de moi Lev Forster et Pierre-Olivier Sûr. Et c'était mon premier procès médiatique, voilà. Et il y a eu un soir où au journal de 20h, il y avait une affaire, c'était l'acquittement de Bob Denard aux Assises, qui était défendu par Jean-Marc Varrot. Et il y avait mon affaire juste après. Et j'avais eu l'impression que, d'abord, le cabinet avait squatté le 20h. Voilà. Et puis tout d'un coup, j'avais ça et je me suis dit, putain, j'ai gardé, je dois avoir une vieille cassette vidéo, j'ai gardé ce 20h et j'avais trouvé ça formidable. Voilà, c'était top. Donc, quand même... encore une fois, quand même, quelque chose qui part d'un intérêt personnel. Vous vous inscrivez dans cette association, vous êtes désigné pour ce dossier.
Et c'est comme ça que vous devenez médiatique, et cette fois pour vous et pas pour le cabinet. Oui. Oui. Et ça vous a fait quoi? Enfin là, vous venez de dire ça vous a Bah, aidé, mais... ça m'a, voilà, ça m'a fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Enfin voilà, où je ne savais pas encore faire. Voilà. Donc il fallait que j'apprenne vite. Et comment vous avez appris? Je les ai regardés au cabinet. Voilà, j'ai appris à faire des communiqués de presse avec Jean-Marc Varro et Alexandre Varro et Nathalie Carrère. Je les ai vus répondre à des interviews. Je les ai vus préparer des interventions publiques. Voilà, j'étais au cœur du truc, donc j'avais aucun mérite, quoi. Il suffisait juste que j'écarquille les yeux, que je regarde et que je me souvienne. Cette aventure dans ce cabinet se termine, Ouais. avec donc la maladie de Jean-Marc Varro. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Il y a pas de... Enfin, professionnellement, ça m'apparaît comme une sorte d'évidence. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Alors évidemment, personnellement, c'était difficile et émouvant parce que voilà, on voyait bien, ou on redoutait bien, et même si on espérait que ça soit pas le cas, que ça se termine vite et mal, ce qui a été le cas puisqu'il est décédé assez rapidement. Mais voilà, c'était la fin d'un cycle assez logique. Voilà, on savait que de manière intime, un peu sourde, qu'il n'y aurait pas de pérennité à ce cabinet une fois que Jean-Marc, s'il avait, parce qu'il est mort jeune, hein, quand je vois certains de mes éminents confrères qui ont 70, 75, 80 ans et qui sont toujours à la barre, et tant mieux pour eux, moi j'aurais bien voulu que ça continue comme ça. Voilà. Ça aurait été le cabinet de feu, quoi. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc comment vous avez... Alors c'était la fin d'un cycle, donc il n'y a pas eu de chute avec de rebondissement, mais comment vous avez pris cette vague? Assez bien. Pour la première fois de ma vie, j'avais à chercher du travail, parce qu'il est quand même venu assez facilement pour moi, et dans la réalité, j'ai même pas eu à le faire, puisqu'Édouard de Lamaze, qui était à ce moment-là dans sa deuxième campagne au bâtonnat, que j'avais soutenu lors de sa première campagne, mais un peu comme ça, parce que voilà, c'était les suites de la conférence, et m'a croisé, il m'a dit voilà, j'aimerais bien, je cherche un avocat pénaliste pour créer un pôle pénal dans notre cabinet. Faut voir que en 2004, et je lui en sais gré vraiment de ça, et de beaucoup de choses aussi, à Édouard de Lamaze, ça n'existait pas, hein. Le pénal, c'était sale dans les cabinets d'affaires. Ici, on est dans un cabinet d'affaires historiquement contentieux, puisque les 3 associés gérants étaient collaborateurs du bâtonnier Mollet-Viéville, ancien lointain bâtonnier de Paris. Mais voilà, le pénal c'était sale, et les cabinets d'affaires, ils envoyaient le pénal à des pénaleux, mais il n'y avait pas de pénalistes au sein de leur cabinet. C'est une des visions fortes qu'a eu Édouard de Lamaze. Il avait été pendant 4 ans délégué interministériel aux professions libérales, à la fois sous Raffarin puis sous Jospin, donc il avait fait en plus la transition de la cohabitation, et il a une vraie vision de la profession. C'est bien dommage qu'il n'ait pas été élu bâtonnier. Et à cette époque-là, il dit ben voilà, moi je vois bien que pour nos clients, pour nos contentieux, il y a de plus en plus le pénal irrigue, le pénal transverse, et il nous faut ces compétences-là au cabinet. Et j'ai dit oui. Et j'étais ici le 5e associé. Je suis rentré directement comme associé. Donc vous avez cherché du travail et vous avez trouvé une association. Ouais. Je m'en souviens plus trop, mais j'ai même pas eu l'impression d'avoir beaucoup cherché. Et aujourd'hui, on est 18 associés, donc voilà, je suis un des plus anciens associés de ce cabinet dans lequel je me porte comme un charme. Ouais.
Alors vous êtes un épicurien notoire. Vous êtes un épicurien notoire et alors vous travaillez dans des dossiers notamment liés au vin. Ouais. Comment c'est venu? La nourriture. J'étais un grand fan. On peut faire une pause? On fait une pause. Si on me dérange, c'est que... Je vous demandais comment vous en étiez arrivé à traiter des dossiers liés au vin. Je me suis intéressé au bien manger, je sais pas, très tôt, vers 18, 20 ans. J'étais dans une famille où on mangeait pas obligatoirement sain, on faisait des courses sous cellophane, on mangeait beaucoup de surgelés. Et il y avait à cette époque un chroniqueur, un journaliste, animateur truculent qui s'appelait Jean-Pierre Coff. Et j'étais fan, voilà, j'avais ses livres. Il faudrait que je les retrouve d'ailleurs, peut-être que je les ai vendus. Et je regardais ses émissions chez Jean-Luc Delarue, je lisais ses livres, j'essayais d'aller dans les marchés qu'il indiquait. Voilà, donc j'ai eu une appétence assez tôt pour ça. Et puis bien plus tard, donc ça a continué, j'ai toujours aimé aller dans des restaurants où on mangeait bien, à m'intéresser à certaines filières, etc. Et puis après, je suis devenu, mais bien plus tard, au cours des années 2000, actionnaire d'un mouvement culinaire qui s'appelle Omnivore, qui défrichait un petit peu la jeune cuisine, qui a été fondée par Luc Dubanchet, qui est un ancien rédacteur en chef de Goemio, et qui se voulait un peu le concurrent du fooding, mais sur un biais vraiment, voilà, on va aller défricher, on va aller chercher au fin fond de la France des chefs qui font une cuisine absolument incroyable et dont on parle pas. Et assez naturellement, donc, il y avait un festival qu'on a organisé d'abord au Havre, puis ensuite à Deauville et maintenant à la Mutualité à Paris, avec avec des shows, voilà, où les chefs venaient sur scène, c'était animé par Sébastien Demorand, il y avait une musique un peu rock, tout ça. Tout ça était un petit peu, voilà, pour défricher, pour enlever un petit peu tout le côté tralala de la cuisine et s'intéresser uniquement à ce qu'on avait dans l'assiette. Et assez naturellement, graviter autour de cette jeune cuisine, un certain nombre de vignerons qui faisaient du vin différent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois, lors d'un festival, un gros nounours à casquette qui s'appelle Nicolas Rowe, qui est vigneron en Anjou, qui a posé une quille d'une de ses cuvées qui s'appelle l'Enfant Terrible. Il l'a posé là sur la table, on était là, il a sorti 3 verres au Pyrex. J'ai bu ça et j'ai fait waouh. Voilà. Là, j'ai eu un chemin de Damas. Moi, je buvais comme papa, c'est-à-dire du mauvais Bourgogne, du mauvais Bordeaux. Ou de l'étiquette. Et je lui ai demandé, voilà, c'est quoi ça? c'est quoi ça? Voilà. Et il m'a expliqué, j'ai voulu comprendre. Il avait besoin d'un avocat à titre personnel. Et je l'ai aidé. Et puis c'est comme ça que c'est parti, parce que ces vignerons-là n'en connaissaient pas. Il y avait Olivier Cousin, vigneron emblématique de l'Anjou, qui avait des problèmes judiciaires non négligeables. Et c'est parti de là. Et ce sont ces deux mondes qui se sont rencontrés, qui sur le papier apparaissaient pas devoir se rencontrer, et qui en réalité s'entendent merveilleusement bien. Voilà. Parce que moi j'aime bien les vrais gens, et ce sont des vrais gens. Comme on n'en fait plus d'ailleurs beaucoup. Moi, ce que je retiens et ce que je trouve intéressant, et en plus pour les auditeurs, il y a beaucoup de jeunes avocats ou d'étudiants, d'élèves avocats et tout, c'est quand même tout ce que vous a apporté votre curiosité et juste votre intérêt personnel pour des choses, pour votre carrière. C'est-à-dire que voilà, il y a ce livre que vous aimez, vous appelez cette personne qui va devenir votre maître comme avocat. Il y a ce premier dossier qui est venu d'un engagement personnel dans une association pour une problématique qui vous intéresse. Il y a cette association omnivore pour la bouffe qui vous fait rencontrer. C'est quelque chose qui est dans votre vie comme ça, qui diffuse. C'est mieux qu'une psychanalyse de répondre à vos questions. Mais
j'aime pas le ronron, je m'ennuie vite. Et puis oui, j'ai cette curiosité. C'est peut-être ce que je reproche aussi beaucoup à certains collaborateurs que je vois passer et qui vont être dans leur truc, dans leur rail, qui vont même pas chercher à monter sur la table pour avoir un air différent, comme disait le professeur Keating. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'on est... Si j'essaye de penser à 10 avocats que j'admire, il n'y en a aucun qui n'est qu'avocat. Voilà. Donc si on n'a pas... je parle de pénalistes. Je ne vais pas dire que j'admire pas de civilistes ou de publicistes, parce que... mais en fait, non. Mais c'est dit. Et pardon, mes amis. Mais il n'y en a aucun qui n'est qu'avocat. Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Si on veut durer, si on veut continuer à avoir la niaque, si on veut continuer à pouvoir se lever le matin en disant j'y vais avec plaisir, il n'y a pas un matin où je me lève en n'ayant pas envie d'aller travailler. Et ça, c'est parce qu'à côté, il y a... Et qu'on ne vienne pas dire qu'on n'a pas le temps. Le temps, ça se dompte. Temps, ça se dompte. Comment domptez-vous le temps ? Mais j'ai même pas la chance de dormir, de pouvoir dormir que 4 heures ou 5 heures comme Tapi ou Macron. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, je me couche très tôt, je me lève très tôt, je suis là le premier ici au cabinet. Mais ça se dompte, ça s'organise. Il y avait un de mes fils qui me disait mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais dans ta journée ? Ça avait dû, je sais pas, il avait dû remarquer quelque chose, j'en sais rien. Et je lui ai dit, je n'ai pas de retard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai jamais quelque chose en retard. Parce que ça ne se rattrape pas. Donc, comme tout avocat d'aujourd'hui, je reçois 300 ou 400 mails par jour, ils seront tous traités. Parce que sinon, demain, j'en aurai à nouveau 300 ou 400, plus ceux que j'ai pas réussi à traiter, et ça n'est pas possible. Je ne conclus pas la veille d'un dossier. Ça n'est pas possible, ça n'est pas ma manière de faire. Et en plus, non seulement c'est pas ma manière de faire d'un point de vue psychique, donc je pourrais presque dire c'est pas de ma faute, c'est même pas un talent, c'est que je suis comme ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que la justice fonctionne. Si on veut gagner un dossier, il faut envoyer ses conclusions 15 jours ou 3 semaines avant, parce que le magistrat, qui lui est débordé, qui lui a du retard, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir soit un dossier, je parle pour les pénalistes, d'enquête préliminaire, sans PV de synthèse, qu'on va lui mettre comme on donne du foin, et disant, ben voilà, fais-en toi-même la synthèse et débrouille-toi pour faire ça, et de comprendre. Soit il va avoir un dossier d'instruction avec une ordonnance d'un juge d'instruction qui est rédigée comme rédigent les juges d'instruction. Soit il va avoir des conclusions d'avocat, alors certes avec un biais, parce qu'on va être d'une partie ou d'une autre, mais où il va largement préférer, pour comprendre le dossier, lire un rappel des faits qui va être écrit, peut-être de manière un petit peu plus attrayante que une ORTC, une OMA ou un PV de synthèse. Mine de rien, ça permet quand on rappelle les faits et qu'on est d'un côté ou de l'autre, tout en gardant bien sûr une grande objectivité, de mettre un focus sur tel ou tel point, voilà. Donc en plus, c'est meilleur pour le client. Donc non, on fait pas. Moi, je peux pas faire les choses à l'arrache. C'est impossible. C'est impossible. Donc votre conseil, vos recommandations, ce serait de cultiver sa singularité et d'apprendre à gérer, à bien dompter son temps. Je donne un exemple. Si jamais elle entend ça ou qu'on lui en parle, elle va être furieuse et elle va rougir. Je cherchais un collaborateur et je l'avais pas encore dit publiquement, mais je l'avais dit à quelques personnes de mon entourage. Et j'ai une de mes amies qui siège comme jury à l'oral à un oral du CAPA, ou peut-être la présentation de rapport de stage, et qui m'appelle, elle me dit, écoute, je sors là de l'EFB, j'ai vu une fille extraordinaire, si tu cherches, reçois-la. Ça tombe bien, je cherche. Elle m'envoie son CV et je la reçois.
C'était une fille d'agriculteur limousin, qui faisait de l'agneau dans le Limousin, donc qui venait de province. Elle avait fait un stage chez Dupond-Moretti, et en bas de son CV, elle avait mis, dans les activités diverses, loisirs, machin, elle avait mis l'épaulette à bicyclette. Mais c'est tout. Et moi, j'avais trouvé ça marrant, donc avant qu'elle ne vienne, je cherche sur Google, puis je tombe. Et en fait, avec 2 autres de ses amis, elles avaient suivi les traces de Saint-Paul, donc de la Turquie, du nord de la Turquie jusqu'en Israël en vélo. Et ça s'appelait l'épaulette à bicyclette. Je la reçois, moi j'ai une fille au regard droit, qui parle, voilà, en vous regardant dans les yeux, franche, et qui a fait l'épaulette à bicyclette. Ben moi, ça me suffit. Cette fille, je l'ai embauchée, j'étais là à sa prestation de serment. 2 mois après, elle passait le concours de la conférence, le premier tour. Elle a été élue. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Elle avait 6 mois de barre et elle était secrétaire de la conférence. On peut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les CV. Je reçois 10 CV par semaine. C'est tous les mêmes. Ce sur quoi on va s'attacher, c'est la niaque que vous avez ou l'audace que vous avez eue d'aller chercher un stage dès votre première année, votre deuxième année, votre troisième année en droit. C'est d'avoir des passions à côté. J'ai la chance d'être dans un cabinet qui cultive ça aussi. Il y a des anciens secrétaires ici. Il y a eu des secrétaires après nous. Moi, le collaborateur ne peut pas me faire plus plaisir quand il me dit « je veux passer la conférence du stage ». Waouh, super. Ici, à 20h, il n'y a plus personne. On ne fait pas la course à celui qui va rester le plus longtemps. Ça arrive, voilà, qu'on doit se travailler tard parce qu'il y a un truc, ok, mais voilà, c'est pas ça. On flique pas les gens, on flique pas les collaborateurs. Quand on voit une petite baisse d'activité, on essaye de la comprendre en équipe et pas dire t'as pas facturé ton temps, etc. D'ailleurs, on facture de moins en moins au temps passé aujourd'hui. Mais malgré ça, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et que je partage avec tous les confrères aujourd'hui qui sont des patrons, c'est ce manque de constance du collaborateur. Même du collaborateur, on va dire, heureux. On ne peut pas, à mon avis, construire un vrai exercice professionnel sans une fidélité. Et je le dis pas parce que j'ai été fidèle à quelqu'un qui était 1000 fois plus avocat que moi, mais y a un problème, on s'en va. Le parallèle moderne, c'est on a une crise, on divorce. Vous avez l'impression que des collaborateurs vous quittent avant même d'en parler, de ce qui potentiellement les fait partir? Oui. Vous aimeriez qu'il y ait plus de dialogue peut-être avec les collaborateurs? On m'a pas beaucoup quitté, mais ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps. Oui. Mais enfin, moi ma porte elle est ouverte. Je travaille. J'ai pas l'impression, et enfin en tout cas c'est pas ce qu'on me dit ici, mais de ne pas être ouvert au dialogue, mais il y a une gestion très très individualiste, je trouve, et de manque d'équipe d'un exercice professionnel, et de vouloir toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand on voit, et c'est faux, parce que quand on voit la vie d'un cabinet, comment ça bouge. Moi, combien de fois on me dit est-ce que tu embauches? Non, j'embauche pas. Mais rappelez-moi la semaine prochaine, parce que peut-être que la semaine prochaine, il va tomber le dossier de ma vie qui va il va y avoir, je sais pas, une collaboratrice qui va me dire je suis enceinte et je serai pas là pour mon congé. J'en sais rien, ça bouge. Et quand on se dit non, je vais pas rester parce que là, vous voyez, j'ai pas beaucoup aimé ça ou ça, pas avoir la capacité de passer au-dessus de ça et de se dire vous allez encore cotiser 40 ans ou 45 ans, quoi. Et encore, on va vous bouffer vos retraites à partir de 2024 ou de 2025. Vous allez faire comment?
Et je pense que il faut s'accrocher. Alors évidemment, si on a un patron harceleur, si on a, je parle pas de ces cas-là. Je parle d'un exercice difficile d'une profession. On est parmi les professions sur le podium du stress. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des évacuations de stress à côté. Mais tous les collaborateurs qui sont partis, je mets à part celle qui est devenue secrétaire de la conférence et qui, à la faveur de la conférence, a décidé de s'installer, et ça me fait grand plaisir. J'ai 2 exemples qui sont plus avocats. Voilà. Une structure telle qu'aujourd'hui on est dans ce cabinet, elle protège. Elle n'est pas un écrasoir. Après, il y a des abus, il y a des cabinets qui se comportent mal, on est d'accord. Mais il y a quand même une grande majorité de cabinets qui se comportent de cette manière-là. Voilà, dans la taille qui est la nôtre. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une question autour du dialogue, en fait, entre les collaborateurs et les associés. Moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu autour de moi, c'est que, effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, finalement, au lieu d'en parler et de trouver une voie commune, en fait, pour rester ensemble, effectivement, on s'en va parce que c'est facile, parce qu'il y a comme vous dites, il y a du mouvement partout, tout le temps dans les cabinets. Donc, il y a toujours des cabinets qui cherchent. Et c'est sûrement quelque chose à... Oui, mais pardon, mais moi, si j'embauche et que je reçois un CV avec un collaborateur qui a fait 6 cabinets en 6 ans, je ne le reçois même pas. Peut-être qu'on me dira, vous passez à côté d'une perle, mais c'est marrant, j'ai pas cette impression-là. Voilà. Après, chacun exerce comme il peut. Moi, je m'excuse auprès de mes collaborateurs. Hein. Si j'ai merdé, j'ai merdé. À aucun moment je reviens à Varro, mais un jour, je pète un délai d'appel. Pénal, c'est 10 jours. Et voilà, c'était un dossier que je suivais comme collaborateur pour lui. Et j'ai beau recompter sur mes doigts, vérifier que j'ai bien 5 doigts à chaque main, que ça fait bien 10, je suis au 11e jour, donc je suis mort. Voilà. Il y a aucun moyen de rattraper ça. Bon, je vais le voir. Je vais dans son bureau, et il aurait ses lunettes, il voit ma tête, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le dossier machin, j'ai raté le délai d'appel. Moi, ça y est, je pensais faire mes bagages, rentrer chez moi, dire à ma femme que j'avais plus de boulot et que voilà. Et il m'a regardé, il m'a dit, ça peut nous arriver à tous. Vous allez juste prévenir le client. Donc en plus, il m'a donné la tâche de prévenir le client et c'était juste. Comme sanction, j'ai plus jamais raté un délai d'appel de ma vie. Jamais je viendrai dire c'est mon collaborateur qui a fait ça, comme ceux qui disent c'est la faute de ma secrétaire. Enfin, il y a un moment, on est là, j'essaye d'avoir une vision quasi complète de tous les dossiers qu'on a à traiter au cabinet, même si après j'aime beaucoup déléguer et je le dis à mes collaborateurs, moi je vais vous laisser la bride sur le cou. C'est-à-dire que sachez que ce que vous allez me rendre est susceptible parce que j'aurai pas le temps, parce que je serai sur autre chose, parce que est susceptible de partir directement au client ou au tribunal. C'est le meilleur moyen de les responsabiliser, parce que c'est vraiment ce qui se passe, et que s'il y a un problème, ça sera de ma responsabilité, mais ça sera pas de la vôtre, sauf que vous direz, si je rends ça 3 ou 4 fois avec des problèmes, peut-être que ça posera une difficulté. La triple ou cadeau de validation qui existe dans des cabinets entre le collaborateur junior, le collaborateur junior, le collaborateur senior et l'associé, c'est d'abord ça prend un temps fou, c'est pas de la réactivité, le client il attend, et puis c'est de la déresponsabilisation. Non, mais je pense que quand je parlais de la commune, enfin moi ce que j'observe autour de moi, mais je parle vraiment de mon expérience et des histoires dont on me fait part et de ce que je peux observer. Finalement, ce qui est le plus difficile pour les collaborateurs, c'est pas de dire j'ai merdé dans un dossier et tout. Bon, ça crée des angoisses et tout, mais en fait, ce serait vraiment plus sur des choses très banales
d'histoires d'horaire, de conditions de travail en tout cas pas ici. Des choses plus. Non, mais ouais. je vous parle pas du tout de votre situation parce que je la connais pas et je connais pas votre cabinet, je connais pas de collaborateurs ici. Donc, comme vous évoquiez cette histoire de fidélité et d'un sentiment que à la moindre difficulté, les choses, on s'en va. Ce que je commence à penser, après en plus 1 an de ce podcast et tout, c'est que je pense que la communication, elle mériterait d'être rétablie sur des choses qui ne sont pas les dossiers d'un point de vue technique et juridique, conditions de travail, mais plus dans les rapports humains, en fait, vraiment, où je pense que là, il y a quelque chose à faire. Mais c'est intéressant d'avoir cette perspective et vous avez sûrement raison et c'est pour ça que dans la formation que j'ai créée, bien dans ma robe pour les jeunes avocats, il y a tout un atelier sur la gestion des conflits et en fait, on parle surtout beaucoup de communication, de ce qu'on peut dire, comment on dit, et l'importance d'apporter ça. Je me mets dans la peau du modeste patron que je suis, il faut parler avec ses collaborateurs. Après, on est tous pris dans un maelstrom d'horaire qui est compliqué, mais oui, il faut parler avec ses collaborateurs, il faut essayer de s'y intéresser le plus possible, il faut leur laisser cette liberté. Moi, je n'ai aucune information sur les dossiers perso qu'ils traitent. Voilà. Parfois, je les découvre parce que sur l'agenda partagé, je vois qu'il y a telle ou telle audience et que c'est un dossier que je ne connais pas. Voilà, mais ça ne m'intéresse pas. En revanche, si jamais ils veulent venir m'en parler, il n'y a pas de souci. Après, c'est aussi un travail de tous les jours et qu'on peut toujours s'améliorer. Hein. Mais voilà, ici, je crois que la collaboration est heureuse. Même si parfois ça tourne, et ça tourne pas ça tourne pas pour les conditions de travail. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Ça tourne parfois ça peut être des erreurs de casting, ça peut être des envies aussi de changer de voie, ça peut être des baisses d'activité. Voilà, puis ça peut être au bout d'un moment, quand vous avez un collaborateur de 8 ans, 9 ans ou 10 ans de barre, et que vous l'associez pas, il y a le constat que on va pas pouvoir rester ensemble ad vitam parce que vous allez commencer à être payé autant qu'un jeune associé parce qu'à chaque fois la rétro elle augmente et que ça n'a plus grand sens. Donc il y a un moment, il faut soit aller dans le grand bain parce que c'est bon, vous en êtes capable, soit d'aller chercher une autre collaboration. Mais ce papillonnage de 18 mois ou de 24 mois me laisse vraiment pantois sur le long terme, moi. Vraiment. Et je voulais vous demander si, parce qu'on a beaucoup commencé le podcast sur votre relation avec Jean-Marc, je voulais vous demander si vous aviez eu la chance, ou si vous l'avez d'ailleurs, d'avoir établi une relation similaire avec un plus jeune. Pas de cette manière-là, non. Non. C'est à l'évidence parce que je suis moins admirable. Voilà. Quelle est votre dernière joie ? C'est très personnel. Ma joie personnelle ou professionnelle ? C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est le retour surprise de mon fils aîné qui était parti faire un tour du monde tout seul, sac au dos, sans argent, et qui devait revenir 15 jours ou 3 semaines plus tard, et en réalité il nous a fait une surprise, il a débarqué comme ça pendant les vacances, lors d'un petit déjeuner. Voilà, ça c'est au-delà de tout ce qui peut arriver. Quelle est votre source d'inspiration actuelle ? Sincèrement, je crois que Varro m'a jamais quitté. Mais jamais, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, ou alors très peu. Lorsque, dans un dossier judiciaire célèbre, qu'on a appelé le dossier Clearstream, donc on est en 2007, pas si longtemps après sa mort,
Et ce vieux général, le général Rondeau, me demande de le défendre. Il était au cœur de cette affaire, qui mettait juste en cause un ancien président de la République, le président de la République actuel et un Premier ministre, donc c'était quand même pas rien. Je me souviens très bien que je suis sorti de ce rendez-vous avec le général, et j'étais tout seul dans la rue Bayard, et j'ai parlé à Jean-Marc, et je l'ai engueulé, je lui ai dit « Faites chier, pardon du gros mot, mais j'aimerais bien que vous soyez là parce que je ne suis pas sûr d'avoir les épaules. Et si vous étiez là, en vrai, je sais que vous me diriez que j'ai les épaules et ça m'aiderait à le croire. » Voilà. C'est cette mémoire. Donc, source d'inspiration, je sais pas. C'est sans doute plein de termes différents et plein d'aspects différents, mais voilà, on en a déjà parlé, mais moi je continuerai à en parler encore longtemps. Mais si vous savez qui vous dirait ça, alors ça vaut. Ouais, mais vous pouvez imaginer qui vous le dit. Ben ouais, mais on est que de pauvres hommes avec une nature de chair, et on a envie d'avoir nos sens qui s'exercent, et donc d'entendre les choses, de toucher les choses. Et que portez-vous sous votre robe ? Mes peurs, les angoisses. On a toujours peur de ne pas assez faire. C'est récemment Hervé Temim qui me racontait, grand fan de tennis, qui me racontait la vie de John McEnroe, et qui disait, c'est John McEnroe qui disait, plus que les victoires, je hais les défaites. Et je pense que quand on est avocat, on se souvient que de ses défaites. Les victoires, elles passent parce qu'on considère que c'est normal, parce qu'on a fait le job, et que a priori on l'a bien fait, et que en réalité, si on réfléchit bien, il y a plein d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont fait que ça a abouti à une victoire, et parfois presque c'est le hasard, ou c'est des victoires hold-up. Mais quand même, c'est aussi beaucoup de travail, mais ça passe. Mais les défaites, on les avale jamais, jamais, jamais. Une fois, je suis rentré dans mon bureau en disant voilà, j'arrête là, je vais aller vendre des niniches dans une roulotte à la Bourboule. Ça, au moins, je le ferai bien. Voilà, ça affecte, ça bousille, ça, voilà. Et puis on y repart. Et c'est la robe qui protège de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cet entretien. Merci à vous.